Bienvenue sur notre chaîne Murmure de minuit. Ici, ce sera votre portail vers l'inconnu. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne jamais manquer nos histoires terrifiantes. Que votre voyage soit rempli de frissons. Il y a une sorte de calme qui s'enfonce dans vos os quand vous avez vécu seul pendant longtemps. J'habite cet immeuble de la rue de la Paix depuis plus de 30 ans, depuis le décès de mon mari Pierre. C'est un vieux bâtiment, plus ancien que certaines des rues sur lesquelles il se trouve, avec des planchers grinçants et des fenêtres pleines de courants d'air. Le genre d'endroit qui conserve la mémoire de tous ceux qui ont foulé ces couloirs. Dans ma jeunesse, j'aurais trouvé le calme troublant, mais maintenant, à 76 ans, je m'y suis habitué. C'est un calme qui est aussi familier qu'un vieil ami. Du moins, c'était le cas. Les choses ont commencé à changer il y a quelques mois. De petites choses au début. Des voisins que je connaissais depuis des années qui déménageaient soudainement sans même un mot. D'abord, c'était Madame Leroux du 2e étage. Elle vivait ici depuis presque aussi longtemps que moi. Un jour, elle était ici, le lendemain, partie. Pas de camion de déménagement, pas de revoir, juste partie. Puis c'était Monsieur Moreau du dernier étage. C'était un homme calme, la plupart du temps tenu à l'écart, mais il hochait toujours la tête poliment lorsque nous nous croisions dans le hall. J'ai remarqué qu'il avait disparu un matin, où sa place habituelle au café en bas de la rue était vide. Le garçon du journal a dit qu'il ne l'avait pas vu depuis des jours. Et puis, il y en a eu d'autres. Les David au 5e étage, Madame Boucher de l'autre côté du couloir. Un par un, ils ont tous disparu. Au début, je n'y ai pas beaucoup pensé. Les gens bougent, n'est-ce pas? Parfois sans prévenir, surtout quand on est vieux et seul. Mais au fil des semaines, le bâtiment a commencé à se sentir différent. Le silence devint oppressant, comme un épais brouillard qui s'installe sur tout. Je m'asseyais près de ma fenêtre, regardant la rue en contrebas, et il y avait des heures où personne ne venait ou ne partait. C'était comme si le bâtiment retenait son souffle, attendant quelque chose. C'est à cette époque que j'ai commencé à le remarquer. Un homme, grand et mince, toujours vêtu d'un manteau sombre qui semblait trop lourd pour la douceur du climat parisien. Il n'était pas l'un des résidents, j'en étais sûr. J'avais vécu ici assez longtemps pour connaître tout le monde par son visage, sinon par son nom. Mais cet homme, il était nouveau. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui rend visite à un ami ou à un parent. Il était trop déterminé, trop délibéré dans la façon dont il se déplaçait dans le bâtiment. Je l'apercevais dans le couloir, ou je le voyais disparaître dans la cage d'escalier. Et il avait toujours quelque chose sur lui. Un grand sac de sport, une valise, des boîtes, des articles trop gros pour être le tarif habituel d'un visiteur. Ce n'était pas seulement sa présence qui m'énervait, c'était le timing. Il semblait toujours se montrer quand quelqu'un disparaissait. D'abord Madame Leroux, puis Monsieur Moreau et les autres. À chaque fois, il était là. Au début, j'ai pensé que c'était une étrange coïncidence. Mais au fur et à mesure que les disparitions se poursuivaient, il est devenu clair que c'était plus que cela. Cet homme était impliqué d'une manière ou d'une autre. Je pouvais le sentir dans mes os, comme on peut sentir une tempête arriver bien avant que les nuages n'assombrissent le ciel. J'ai commencé à l'observer de plus près. Je restais assise près de ma fenêtre pendant des heures, regardant l'entrée du bâtiment, attendant qu'il apparaisse. Et il l'a toujours fait, comme une horloge. Il arrivait tard dans la soirée, au moment où les lampadaires s'allumaient, son pelage sombre se fondant dans l'ombre. J'ai remarqué qu'il ne restait jamais longtemps, 1 heure tout au plus, avant de repartir avec ses lourds sacs. Je ne suis pas une femme encline aux imaginations folles, mais au fil des jours, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose de terrible se passait. Je n'avais aucune preuve réelle, juste un soupçon profond et tenace qui ne me laissait pas tranquille. J'ai donc décidé de prendre les choses en main. Un soir, je l'ai vu entrer dans le bâtiment juste après le coucher du soleil. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai attrapé mon manteau et l'ai suivi jusqu'à la porte. Je gardais une distance de sécurité, le regardant se déplacer dans le couloir vers le sous-sol. Le sous-sol était un endroit que je visitais rarement.
C'était humide et moisi, plein de vieilles pièces de stockage que personne n'utilisait plus. Mais il y est allé souvent, trop souvent à mon goût. Cette nuit-là, j'ai descendu les escaliers derrière lui, en prenant soin de rester hors de vue. Les vieux pas grinçaient sous mes pieds, et je retenais mon souffle, craignant qu'il ne m'entendît. Quand j'ai atteint le bas, je l'ai vu debout près de l'une des salles de stockage, jouant avec la serrure. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, alors que je me plaquais contre le mur, regardant dans le coin. Il ouvrit la porte, entra et la referma derrière lui. J'ai attendu ce qui m'a semblé être des heures, mais ce n'était probablement que quelques minutes. Puis, la porte s'ouvrit en grinçant et il émergea, tirant ce même lourd sac de sport derrière lui. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Le sac était plus grand, plus bombé, comme s'il était bourré de quelque chose de grand et de lourd. Il jeta un coup d'œil autour du sous-sol vide, son regard passant juste là où je me cachais dans l'ombre, avant de monter les escaliers. Je le suivis de nouveau, cette fois avec plus de prudence. Il est sorti de l'immeuble et s'est dirigé vers l'endroit où une camionnette noire était garée. J'ai eu le souffle coupé à la gorge quand j'ai vu le logo sur le côté « Transport de corps », le type utilisé par les hôpitaux et les morgues. Mon esprit s'emballait de possibilités. Aucune d'entre elles n'était bonne. Faisait-il sortir clandestinement des corps du bâtiment ? Ces disparitions étaient-elles plus que de simples personnes âgées qui s'éloignaient tranquillement ? Étais-je en train de vivre dans un endroit où la mort se déplaçait silencieusement à travers les murs, emportant les gens dans la nuit ? La peur me rongeait, mais j'avais besoin d'en savoir plus. Au cours des jours qui ont suivi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai commencé à parler aux résidents restants. J'ai joué le rôle du vieux voisin inquiet, lui demandant s'il avait remarqué quelque chose d'étrange, s'il avait eu des nouvelles des autres qui étaient partis. La plupart d'entre eux m'ont simplement ignoré, soit indifférents, soit trop distraits par leur propre vie. Mais une femme, une jeune locataire qui avait emménagé il y a quelques mois à peine, a hésité avant de répondre. Elle m'a dit qu'elle avait vu le même homme que j'ai décrit et qu'elle avait remarqué que le bâtiment était plus vide, plus calme, d'une manière qui ne lui semblait pas juste. C'était suffisant pour confirmer mes soupçons. Un soir, j'ai décidé de le confronter directement. J'ai attendu près de l'entrée principale, me cachant dans l'ombre jusqu'à ce que je le voie approcher. Alors qu'il tendait la main vers la porte, je suis sorti, bloquant son chemin. « Excusez-moi », dis-je, la voix tremblant légèrement. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu passes beaucoup de temps ici. Habitez-vous dans l'immeuble » Il m'a regardé avec un regard froid et calculateur. « Non, je fais juste du travail ici », a-t-il répondu, sa voix calme et mesurée. « Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, madame. » Mais je n'étais pas convaincu. « Travailler ? Quel genre de travail vous oblige à venir ici, si souvent ?» Ses yeux se sont plissés et pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait me dépasser, mais il a souri, un sourire mince, presque prédateur. « J'aide le propriétaire avec quelques rénovations, » a-t-il déclaré. « Ce n'est pas sûr pour toi d'être seul ici la nuit. » Quelque chose dans son ton m'a fait frissonner. J'ai réalisé que je jouais à un jeu dangereux. Je me suis écarté, le laissant passer, mais quand il s'est éloigné, j'ai su que je devais faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. J'ai passé les jours suivants à faire semblant d'être malade. Je me déplaçais dans le bâtiment, toussant et sifflant, m'assurant d'être vu par tout le monde. La nouvelle s'est répandue rapidement, comme je le savais. Les habitants de l'immeuble étaient toujours prompts à bavarder. Il n'a pas fallu longtemps avant que l'homme au manteau sombre ne s'approche de moi, cette fois avec une proposition. Il m'a proposé de m'aider à vendre mon appartement, à déménager dans un endroit plus sûr, plus adapté à quelqu'un de mon âge. Il l'a fait paraître si raisonnable, si attentionné, mais je savais ce qu'il cherchait vraiment. Il voulait que je parte, tout comme les autres. J'ai accepté de le rencontrer ainsi que le gérant de l'immeuble pour discuter de la vente. Mais avant de le faire, j'ai passé un dernier coup de téléphone à la police. Je leur ai tout raconté sur les disparitions, l'homme, la camionnette et mes soupçons. Ils m'ont écouté, mais je pouvais voir qu'ils pensaient que j'étais juste une vieille femme paranoïaque. Pourtant,
ils ont promis d'envoyer quelqu'un pour le vérifier. Le jour de la réunion est arrivé et je me suis rendu au bureau du directeur. L'homme au manteau sombre était là, ainsi que le directeur de l'immeuble, un petit homme maladroit au sourire nerveux. Ils ont disposé les papiers, m'ont offert une somme d'argent ridiculement faible et ont attendu que je signe. Je pouvais voir la cupidité dans leurs yeux, l'anticipation. Mais juste au moment où j'allais prendre le stylo, la porte s'est ouverte et la police a fait irruption. Le visage du directeur devint blanc comme un drap, et l'homme au manteau sombre essaya de s'enfuir, mais ils l'attrapèrent avant qu'il n'atteigne la porte. Je les ai regardés fouiller le bureau, trouver des documents qui détaillaient tout le stratagème, comment ils terrorisaient les résidents âgés, simulaient leur disparition et les forçaient à vendre leurs appartements pour une fraction de leur valeur. Tout était là, noir sur blanc. Le bâtiment a été perquisitionné, les hommes arrêtés et le plan exposé. Mais le soulagement que j'ai ressenti a été de courte durée. L'expérience m'a laissé ébranlé, hanté par le fait de savoir à quel point j'étais proche de devenir un nom de plus sur leur liste. Le bâtiment est à nouveau calme, mais ce n'est pas le calme réconfortant que j'ai connu autrefois. C'est le calme d'un endroit vide, un endroit où la mort avait marché et où j'avais failli être victime de ses mains froides et calculatrices. Maintenant, je suis assis près de ma fenêtre, regardant la rue en contrebas, attendant le jour où les ombres n'auront plus l'impression de se refermer. Mais au fond de moi, je sais que ce jour n'arrivera peut-être jamais. Mon nom est Martin Weiss, un technicien en informatique berlinois de 32 ans. Il y a quelques années, j'ai emménagé dans un immeuble d'appartements indescriptible, attiré par son prix abordable et sa proximité avec mon travail. C'était un endroit banal, des murs de béton, des couloirs étroits, des voisins qui restaient à l'écart, et l'odeur occasionnelle de vieilles cigarettes qui persistait dans l'air. La vie là-bas était routinière, et j'en étais satisfaite, jusqu'au jour où j'ai commencé à remarquer des choses qui ne collaient pas. Tout a commencé par les petits détails, presque insignifiants. Le couple Cacte B, qui a soudainement cessé de me reconnaître dans le couloir. Le vieil homme de 2C, qui avait l'habitude de sourire chaque fois que nous nous croisions, regardait maintenant fixement devant lui, comme s'il ne me voyait pas du tout. Puis il y avait l'appartement au bout du couloir, le 5e. Un endroit où je n'avais jamais vu personne entrer ou sortir, mais parfois la nuit, j'entendais des bruits de l'intérieur, des bruits sourds et des murmures sourds qui me faisaient dresser les cheveux sur le cou. J'ai essayé de l'ignorer au début, le rejetant comme de la paranoïa. Mais ensuite, les bruits ont commencé à se produire plus fréquemment, presque comme s'ils essayaient d'attirer mon attention. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas, que mes voisins n'étaient pas seulement froids, mais qu'ils étaient sous une sorte d'influence. C'était subtil, mais c'était là, et ça me rongeait jour et nuit. Le tournant s'est produit lorsque j'ai réalisé qu'aucune lumière n'avait jamais brillé par la fenêtre de l'appartement 5E, pas une seule fois au cours des années où j'y ai vécu. C'était comme si la pièce elle-même avait été oubliée, effacée de l'existence. J'étais accro, ma curiosité se transformant en obsession. J'avais besoin de savoir ce qui se passait, pas seulement à la 5e, mais dans tout le bâtiment. Alors j'ai commencé à faire plus attention, à observer les allées et venues des résidents, à prendre des notes mentales sur les comportements étranges, sur les choses qui semblaient déplacées. C'est au cours d'une de ces observations nocturnes que j'ai remarqué quelque chose de particulier. Une faible silhouette sur le mur du sous-sol, presque imperceptible, comme si une section avait été récemment réparée. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai tracé les bords avec mes doigts. C'était subtil, mais il y avait certainement quelque chose derrière ce mur. Au cours des nuits suivantes, j'ai attendu que tout le monde dorme et je suis retourné au sous-sol avec un petit marteau et un ciseau. Le travail était lent, le bruit de chaque tape contre le mur résonnant dans le silence, mais finalement, j'ai percé, révélant une porte cachée. Derrière se trouvait une petite pièce, pas plus grande qu'un dressing, remplie d'écrans, de fils et de moniteurs. Les écrans affichaient des flux de ce qui semblait être tous les appartements de l'immeuble.
J'ai reconnu les salons, les chambres, même les salles de bain de mes voisins. Une prise de conscience répugnante m'a frappé. Ce n'était pas un système de surveillance ordinaire. Les moniteurs n'affichaient pas seulement des images. Ils manipulaient activement le comportement des personnes qu'ils observaient. Je pouvais voir d'étranges scintillements sur les écrans, entendre des bourdonnements à basse fréquence qui résonnaient dans mes os. Le complexe d'appartements n'était pas seulement un endroit où vivre, c'était un terrain d'essai pour une sorte d'expérience psychologique. Alors que je me tenais là absorbant les implications, j'ai entendu un bruit derrière moi, le bruit indubitable de pas. Je me retournai pour voir le vieux concierge de l'immeuble debout dans l'embrasure de la porte, son expression froide et illisible. Il n'a pas été surpris de me trouver là-bas. En fait, c'était comme s'il s'attendait à ce moment. Sans un mot, il entra et ferma la porte derrière lui. « Que se passe-t-il ici ?» J'ai exigé, essayant de garder ma voix stable, mais il y avait une pointe de peur que je ne pouvais pas cacher. Le concierge soupira, l'air presque fatigué. « Ce n'est pas quelque chose que vous étiez censé savoir, » a-t-il déclaré. « Mais puisque vous avez vu cela, je suppose que vous méritez une explication. » Il a poursuivi en expliquant comment le bâtiment appartenait à une organisation de l'ombre, ayant des liens avec des gouvernements et des entreprises. Les résidents ont fait l'objet d'une étude psychologique à long terme, qui a testé les effets des messages subliminaux, du conditionnement comportemental et de l'isolement social. Le concierge était leur agent, chargé d'entretenir l'établissement et de s'assurer que personne ne découvre la vérité. Les caméras ne se contentaient pas de surveiller, elles influençaient, façonnaient subtilement les pensées et les actions de chacun dans le bâtiment. L'organisation faisait cela depuis des années, affinant ses techniques, apprenant à contrôler les gens sans qu'ils ne s'en rendent compte. « Ils surveillent tout », a déclaré le concierge, « et ils ne tolèrent pas l'interférence. » Mon sang s'est glacé. Je savais que je devais faire quelque chose, mais que pouvais-je faire contre une organisation avec ce genre de pouvoir? J'ai pensé à aller à la police, mais il est vite devenu évident que c'était une impasse. Le concierge a clairement indiqué qu'ils avaient des contacts partout. Ils sauraient au moment où j'essaierais de contacter quelqu'un. Je me sentais piégé, étouffé par le fait de savoir que chaque mouvement que je faisais, chaque pensée que j'avais, pouvait être influencée par eux. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Alors, j'ai fait la seule chose qui me semblait juste. J'ai commencé à tout documenter. Chaque événement étrange, chaque anomalie, chaque information que je pouvais recueillir. Si je ne pouvais pas les exposer directement, peut-être que je pourrais laisser une trace, quelque chose qui pourrait aider quelqu'un d'autre à le faire à l'avenir. Mais en creusant plus profondément, j'ai réalisé à quel point leur influence allait loin. Mon téléphone a commencé à faire des siennes, avec des appels interrompus et des bruits étranges sur la ligne. Des amis à qui je me suis confié ont commencé à s'éloigner, comme s'ils savaient qu'il était dangereux de me parler. Et puis, les menaces ont commencé. D'abord, ce sont des messages anonymes laissés sur le pas de ma porte, puis des appels au milieu de la nuit, silencieux, mais menaçants. Ils me faisaient savoir qu'ils me regardaient, qu'ils pouvaient me joindre quand ils le voulaient. J'ai dû faire un choix, rester et mener une bataille perdue d'avance ou disparaître et vivre en sachant ce qui se passait réellement. J'ai choisi la survie. J'ai fait mon sac et j'ai quitté Berlin, coupant tous les ponts, abandonnant la vie que j'avais construite. J'ai trouvé une petite ville loin de la ville où je pouvais recommencer. Mais même ici, les souvenirs me hantent. Je ne peux faire confiance à personne, pas entièrement. Je vois les mêmes regards vides dans les yeux des étrangers que j'ai vus chez mes voisins. J'entends les mêmes bruits étranges la nuit. Je ne sais pas si c'est de la paranoïa ou s'ils m'ont retrouvé. J'ai partagé mon histoire avec quelques amis proches, les avertissant d'être prudents, de tout remettre en question. Mais je ne peux pas tout leur dire. Certaines vérités sont trop dangereuses pour être connues. J'en suis la preuve vivante. Maintenant, je vis tranquillement, regardant toujours par-dessus mon épaule, toujours à l'écoute des sons qui ne devraient pas être là. Le bâtiment de Berlin est toujours debout, et les expériences se poursuivent probablement.
Je me suis échappé, mais d'autres sont toujours piégés là-bas, inconscients des forces qui manipulent leur vie. Et l'organisation? Ils sont toujours là, élargissant leur portée, transformant plus d'endroits en laboratoires personnels. Si vous lisez ceci, considérez cela comme un avertissement. Ne prenez pas votre environnement pour acquis. Ne présumez pas que vous avez le contrôle. Parce que quelque part là-bas, quelqu'un pourrait vous regarder, tirer les ficelles, et vous ne vous en rendrez même pas compte avant qu'il ne soit trop tard. J'ai toujours été un homme rationnel, qui préfère les chiffres aux intuitions, la logique à l'émotion. Mon travail de gestionnaire de compte à Toronto ne laisse pas beaucoup de place à la fantaisie. Mais il y a quelque chose dans le fait de vivre seul dans un vieil immeuble qui peut changer une personne, lui faire voir des choses qui n'y sont pas, ou entendre des choses qu'elle préférerait ne pas voir. Pour moi, tout a commencé par l'odeur. Le bâtiment dans lequel je vivais était une relique, une structure défraîchie du début du XXe siècle, avec des planchers grinçants, un éclairage tamisé et une atmosphère épaisse de décennies de secrets. Ce n'était pas le genre d'endroit où les gens emménageaient, c'était le genre d'endroit où les gens se retrouvaient. Je me suis retrouvé là-bas après mon divorce, le genre de point bas qui fait qu'un homme cesse de se soucier de bien plus que l'essentiel. Un toit au-dessus de ma tête, des factures payées et une bouteille de whisky pour m'aider à dormir. Le bâtiment n'était qu'un endroit où rester pendant que je me remettais sur pied, du moins c'est ce que je pensais. L'odeur était subtile au début, juste une légère odeur de moisi que j'ai attribuée à l'âge de l'endroit. C'était le genre d'odeur que l'on attendrait d'un vieux bâtiment, un mélange de bois humide, de poussière et de l'air vicié de pièces qui n'avaient pas été aérées depuis des années. Mais au fil du temps, l'odeur devenait plus forte, plus âcre, comme quelque chose qui pourrissait au plus profond des entrailles du bâtiment. J'en ai parlé aux autres locataires à quelques reprises, mais ils ont haussé les épaules, disant que c'était juste les vieux tuyaux ou peut-être un rat mort piégé dans les murs. J'ai essayé de l'ignorer, mais l'odeur semblait me suivre, s'infiltrant à travers les fissures de la porte de mon appartement, s'accrochant à mes vêtements, s'attardant dans mes narines longtemps après que j'ai quitté l'immeuble. Les choses ont pris une tournure plus sombre lorsque Madame Griffith a disparu. Elle vivait au 2B, juste en bas du couloir de chez moi. Femme tranquille d'une 60aine d'années, elle était le genre de voisine qui se tenait à l'écart, se contentant de hocher poliment la tête dans le couloir. Elle avait vécu dans l'immeuble pendant des années, plus longtemps que quiconque, et s'aventurait rarement dehors. Quand j'ai réalisé que je ne l'avais pas vue depuis un moment, je n'y ai pas beaucoup pensé au début. Mais ensuite, j'ai remarqué que sa boîte aux lettres débordait de lettres, que sa porte d'entrée prenait la poussière et que cette fichue odeur s'aggravait. Les autres locataires ne semblaient pas trop inquiets. C'étaient des gens de passage, des étudiants, des retraités, des gens qui emménageaient et partaient sans établir de lien. Mais l'absence de Mrs. Griffith me rongeait. Quelque chose n'allait pas. Je me suis dit que ce n'était pas mes affaires, qu'elle avait probablement déménagé tranquillement ou qu'elle était allée rendre visite à sa famille. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas vrai. Mon esprit revenait sans cesse à l'odeur, qui était maintenant presque insupportable. Une puanteur sucrée et maladive qui me rappelait de la viande avariée. Il semblait venir de partout et de nulle part, comme si le bâtiment lui-même l'exhalait. Une nuit, incapable de dormir, je me suis retrouvé debout devant la porte de mon appartement, regardant dans le couloir faiblement éclairé vers la cage d'escalier qui menait au sous-sol. Je n'y étais jamais allé auparavant, sans raison. Le sous-sol était l'endroit où se trouvaient la buanderie et les casiers de stockage, des endroits que je n'avais pas besoin de visiter. Mais quelque chose était différent ce soir-là. L'air était lourd, oppressant, et l'odeur était si épaisse que je pouvais la goûter. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à y aller. Peut-être était-ce de la curiosité, ou peut-être était-ce simplement le besoin désespéré de mettre fin à l'anxiété qui s'était installée en moi. Quoi qu'il en soit, j'ai attrapé ma lampe de poche et je me suis dirigé vers le bas.
La cage d'escalier était étroite et raide, le genre de chose qui vous donnait l'impression de descendre dans la terre elle-même. En descendant, l'odeur devenait plus forte, presque suffocante. J'ai dû me couvrir la bouche et le nez avec ma manche pour ne pas avoir de haut-le-cœur. Lorsque j'ai atteint le bas, je me suis retrouvé face à une lourde porte en métal, rouillée et cabossée, avec une peinture écaillée qui aurait pu être verte autrefois. La porte était légèrement entr'ouverte, juste assez pour que je puisse me faufiler. J'ai hésité un instant, chaque instinct me criant de faire demi-tour, de retourner à mon appartement et d'oublier ce qu'il y avait là-bas. Mais quelque chose en moi, quelque chose d'obstiné et de stupide, me poussait en avant. La porte grinça lorsque je l'ouvris, révélant un long couloir sombre bordé de portes. Chaque porte était numérotée, comme les chambres à l'étage, mais ces numéros étaient vieux, délavés, presque illisibles. L'air était humide et froid, et les murs étaient recouverts d'une pellicule de crasse qui semblait pulser d'humidité. En marchant dans le couloir, j'ai braqué ma lampe de poche sur les portes, remarquant que beaucoup d'entre elles étaient cadenassées, comme si quelqu'un ou quelque chose voulait empêcher ce qu'il y avait à l'intérieur de sortir. Au bout du couloir, j'ai trouvé une porte qui n'était pas verrouillée. Elle était légèrement entr'ouverte, tout comme la porte en haut de l'escalier, et de l'intérieur venait un bruit faible, une sorte de bourdonnement ou de bourdonnement qui me faisait dresser les poils de la nuque. J'ai poussé la porte avec des mains tremblantes et je suis entré. La pièce était petite et encombrée, remplie de vieux meubles couverts de poussière et de toiles d'araignée. Une seule ampoule pendait du plafond, clignotant faiblement, projetant de longues ombres sur la pièce. Au centre de la pièce se trouvait un vieux fauteuil, dont le tissu était usé et taché. À côté du fauteuil se trouvait une petite table sur laquelle se trouvait une photographie encadrée, dont le verre était fissuré et jauni par l'âge. La photo était celle d'une jeune femme, souriante de mille feux, les yeux remplis d'une joie qui semblait déplacée dans cette pièce sombre et décrépite. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est le livre ouvert sur le fauteuil, un journal intime relié en cuir, aux pages usées et cassantes. Je l'ai ramassé, les mains tremblantes, et j'ai commencé à lire. Les entrées étaient écrites d'une main soignée et précise, mais le contenu était tout sauf ordonné. L'écrivain, un ancien locataire, a décrit des événements étranges dans l'immeuble. Des voix chuchotées dans la nuit, des ombres se déplaçant là où il ne devrait pas y en avoir, un sentiment d'être observé même lorsqu'il est seul. Les entrées devenaient plus frénétiques, plus désespérées, à mesure que l'écrivain racontait comment les autres locataires commençaient à disparaître, un par un, ne laissant derrière eux que leurs biens. Et puis il y avait les rituels. Des cérémonies sombres accomplies dans le sous-sol par un groupe de locataires qui croyaient pouvoir communier avec quelque chose d'ancien, quelque chose enfoui profondément sous le bâtiment. Mon sang s'est glacé en lisant l'entrée finale. L'auteur a raconté avoir entendu des voix qui les appelaient depuis le sous-sol, les exhortant à rejoindre les autres. L'entrée s'est terminée brusquement, les derniers mots griffonnés dans une écriture hâtive et tremblante. « Ouais, je les entends. Ils viennent me chercher. » J'ai laissé tomber le journal, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai dû sortir de là. Comme je me retournais pour partir, j'entendis un bruit derrière moi, un bruit doux et traînant, comme des pas sur le sol poussiéreux. Je me suis retourné, le faisceau de ma lampe de poche balayant la pièce, mais il n'y avait rien. La pièce était vide. Mais le bruit continuait, devenant de plus en plus fort, plus proche, comme si quelque chose se déplaçait à travers les murs eux-mêmes. Je suis sorti de la pièce, j'ai claqué la porte derrière moi et j'ai couru dans le couloir. L'odeur était écrasante maintenant, si épaisse que je pouvais à peine respirer. Mon esprit s'emballait, essayant de donner un sens à ce que j'avais lu, à ce que j'avais vu. Les autres locataires, les disparitions, les rituels, qu'est-ce qui se passait dans cet immeuble? Lorsque j'ai atteint le haut de l'escalier, j'ai failli entrer en collision avec le concierge de l'immeuble, M. Kent. C'était un homme grand et maigre, avec des yeux qui semblaient toujours regarder, toujours un peu trop intenses. Il m'a regardé, son expression illisible, et j'ai balbutié quelque chose à propos de l'odeur de Madame Griffith du sous-sol.
Il m'a regardé pendant un long moment avant de finalement parler. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas supporter de vivre dans un endroit comme celui-ci, a-t-il dit, la voix basse et rocailleuse. Trop d'histoires, trop de souvenirs. Les gens commencent à avoir des idées, à voir des choses qui n'existent pas. Mieux vaut laisser faire, fiston. J'ai essayé de le presser pour plus de détails, mais il a juste secoué la tête et s'est éloigné, me laissant là, tremblant, avec l'odeur de pourriture encore accrochée à mes vêtements. Je ne pouvais pas rester dans ce bâtiment une nuit de plus. Le journal, les pièces fermées à clé, les bruits étranges, c'en était trop. J'ai fait mes valises et je suis parti le soir même, sans même prendre la peine de dire à qui que ce soit que j'y allais. J'ai déménagé dans un nouvel appartement dans une autre partie de la ville, un endroit avec des lumières vives, des équipements modernes et sans odeur persistante. Mais je ne peux pas oublier ce que j'ai vu, ce que j'ai lu. L'odeur me hante toujours, une odeur fantôme qui s'insinue en moi quand je m'y attends le moins. Et parfois, tard dans la nuit, j'entends de faibles murmures, comme ceux décrits dans ce journal, comme si les voix du sous-sol essayaient encore de me joindre. J'ai essayé de me convaincre que tout était dans ma tête, que le stress de mon divorce et le fait de vivre dans cet immeuble délabré me faisaient imaginer des choses. Mais au fond de moi, je sais mieux. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce bâtiment, quelque chose qui va au-delà des vieux tuyaux et des coins poussiéreux. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Madame Griffith ou aux autres, mais je suis sûr d'une chose. Quoi que ce soit, il est toujours là-bas, attendant dans l'obscurité. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans un vieux bâtiment avec une odeur étrange, faites-vous une faveur, n'enquêtez pas. Il vaut mieux laisser certaines choses cachées. Emménager dans un nouvel appartement était censé être un nouveau départ pour moi. Tokyo, avec son rythme effréné et ses néons, offrait des possibilités infinies, mais j'avais envie d'un coin tranquille à moi, d'un endroit où trouver la paix après des journées épuisantes à enseigner l'anglais à des étudiants qui comprenaient à peine ce que je disais. Le vieux bâtiment de Nakano était exactement ce dont j'avais besoin. Discret, calme, une relique des années 70 cachée parmi les constructions modernes de la ville. Dès l'instant où j'ai emménagé, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas l'âge du bâtiment, avec ses couloirs usés et ses murs écaillés. C'était un sentiment, une présence que je ne pouvais pas expliquer. Peut-être était-ce la façon dont les ombres s'étendaient sur les murs la nuit, ou le bruit des pas lointains qui résonnaient à l'étage, même si je savais que personne n'y vivait. Il n'a pas fallu longtemps pour que ces petits malaises grandissent, transformant ce qui aurait dû être un refuge en un lieu d'anxiété constante. Une nuit, alors que j'essayais de lire pour échapper à mes pensées troublantes, j'ai entendu un bruit étrange. Un grattage, comme des ongles raclant le mur, provenant de la pièce d'à côté. Je suis allé enquêter, m'attendant à trouver quelque chose d'ordinaire, peut-être un rat piégé ou un problème structurel. Mais ce que j'ai trouvé, ce sont de profondes égratignures sur le mur, comme si quelqu'un avait désespérément essayé de laisser une marque, une trace de leur existence. Mon cœur s'est emballé et le sentiment d'être observé s'est intensifié. Dans les jours qui ont suivi, les bruits n'ont pas cessé. De faibles chuchotements, des grattements, et même le bruit des meubles qu'on traîne, bien que rien n'ait bougé. J'ai commencé à me demander si je perdais la tête, mais les signes étaient impossibles à ignorer. J'ai décidé d'enquêter, en essayant de découvrir qui avait vécu là avant moi. Le gardien de l'immeuble, un homme sévère et peu loquace, a évité mes questions, insistant sur le fait qu'il n'y avait rien à craindre, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Ma recherche m'a conduit au registre de l'immeuble, où j'ai découvert que le locataire précédent, un homme nommé Hiroshi Tanaka, avait mystérieusement disparu quelques mois avant que j'emménage. Selon les dossiers, il a tout simplement disparu, laissant toutes ses affaires derrière lui. Les quelques détails que j'ai pu trouver à son sujet étaient vagues, mais une chose était claire. Il avait vécu une existence solitaire et sa disparition n'a jamais été résolue. Les nuits sont devenues plus terrifiantes après cette découverte.
J'ai commencé à recevoir des lettres anonymes, écrites à la main dans un gribouillage précipité qui avait l'air presque frénétique. Les messages étaient courts mais clairs. Sortez tant que vous le pouvez. Ils viennent vous chercher et vous n'êtes pas en sécurité. La peur a commencé à consumer mon esprit et ma paranoïa grandissait chaque jour qui passait. Un jour, en examinant les murs, j'ai remarqué quelque chose que j'avais négligé. Les marques de rayures formaient un motif, presque comme un code. J'ai essayé de le déchiffrer, imaginant qu'Hiroshi avait tenté de laisser un message avant de disparaître. L'idée qu'il aurait pu être victime de quelque chose de terrible a pris racine dans mon esprit, et je suis devenu de plus en plus obsédé par l'histoire de l'appartement. Finalement, après des jours d'analyse frénétique, j'ai réussi à comprendre le message. Hiroshi avait été kidnappé et enfermé dans son propre appartement. Les marques sur les murs étaient des tentatives désespérées de communiquer son destin à tous ceux qui venaient après lui. Cette prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, et soudain, le bâtiment qui avait toujours semblé oppressant est devenu étouffant, une prison. J'ai décidé de partir immédiatement. J'ai contacté un agent immobilier. J'ai trouvé un nouvel endroit et j'ai commencé à emballer mes affaires. Cette nuit-là, alors que je préparais mes dernières boîtes, le gardien apparut à ma porte. Son expression, toujours distante, contenait maintenant quelque chose que je ne pouvais décrire que comme de la culpabilité. Il entra sans demander, verrouillant la porte derrière lui. « Tu l'as découvert, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix basse et rauque. Je pouvais à peine répondre, paralysé par la peur. Il m'a raconté une histoire horrible. Les autres résidents de l'immeuble, y compris lui-même, avaient décidé d'enfermer Hiroshi dans son appartement lorsqu'ils ont remarqué son comportement de plus en plus étrange et erratique. Ils croyaient qu'il devenait fou, qu'il pouvait devenir un danger pour tout le monde. Alors, dans un acte de désespoir et de peur, ils l'ont isolé, espérant qu'il s'en irait, mais il ne l'a jamais fait. Mon esprit s'est emballé en écoutant sa confession. Le gardien continuait à parler, essayant de justifier leurs actes, mais rien ne pouvait effacer l'horreur de ce qu'ils avaient fait. Hiroshi n'avait pas disparu. Il avait été laissé pour mort et désespéré à quelques mètres de l'endroit où je me trouvais maintenant. Quand le gardien a finalement cessé de parler, j'ai su que je devais fuir. J'ai couru vers la porte, mais il m'a bloqué, essayant de me calmer, me suppliant de garder le secret. Mais tout à quoi je pouvais penser, c'était d'échapper à ce bâtiment maudit. Après une lutte effrénée, j'ai réussi à sortir et à courir dans la rue, l'air froid de la nuit apportant un soulagement momentané. J'ai rapidement trouvé un nouvel endroit et j'ai laissé tout ce qui s'était passé derrière moi. Cependant, l'expérience m'a profondément marqué. Même après avoir trouvé un nouvel appartement, un endroit plus moderne et plus sûr, la peur constante ne m'a jamais quitté. Je suis devenu une personne paranoïaque, incapable de faire confiance à aucun environnement, ayant toujours l'impression que quelqu'un ou quelque chose me regardait. Yuki Nakamura, la femme qui cherchait autrefois un simple refuge à Tokyo, vivait désormais une existence solitaire, piégée par ses propres peurs, résultat d'un sombre secret qui la hantait partout où elle allait. Depuis le jour où j'ai emménagé dans l'appartement au dernier étage de l'ancien immeuble de Mexico, il y avait quelque chose de troublant dans l'air. Le bâtiment, monument du passé colonial, se dressait comme une sentinelle solitaire, résistant au temps et à la modernité qui l'entourait. Ses couloirs, peints dans des tons délavés avec une odeur persistante de moisissure, semblaient murmurer d'anciens secrets, enfouis sous des couches de peinture et d'oubli. Moi, Alejandro Torres, un comptable de 45 ans, je n'étais pas enclin à la superstition. Ma vie était régie par les chiffres, les équilibres et une logique implacable. J'ai emménagé dans cet appartement, attiré par son emplacement central et son loyer étonnamment bas. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la routine méticuleuse de mon travail et l'isolement qu'offrait le dernier étage. Mais bientôt, j'ai réalisé que la tranquillité que j'attendais se transformerait en quelque chose de bien plus sinistre. Tout a commencé par les sons. Au début, ce n'était que de vagues bruits, des égratignures sur les vieux murs en bois,
des chuchotements portés par le vent à travers les fenêtres. Je pensais que c'était mon esprit qui me jouait des tours, le reflet du stress accumulé. Ensuite, il y avait les voisins. Les quelques résidents qui partageaient cet étage ont commencé à changer. D'abord, c'était le vieux Emilio, un homme sympathique, toujours prêt à parler brièvement de football. Un jour, ses yeux, autrefois chauds, sont devenus froids et il a commencé à éviter tout le monde. Puis ce fut le tour de Carmen, la jeune infirmière qui vivait seule. Un jour, elle a tout simplement cessé de répondre à mes salutations, les yeux fixés sur le vide, comme si elle était perdue dans une sombre pensée. Ma curiosité, toujours mon point faible, a commencé à grandir. Pendant des semaines, j'ai observé, j'ai essayé d'engager des conversations, mais le changement était indéniable. Ils semblaient moins humains, comme si quelque chose avait drainé leur vitalité. C'est alors que j'ai décidé d'enquêter. Tout d'abord, je suis allé voir l'administratrice de l'immeuble, une femme âgée nommée Donna Beatrice, connue pour tout savoir sur l'histoire du bâtiment. Quand j'ai mentionné le comportement étrange des voisins, elle m'a regardé avec un mélange de peur et de tristesse. À contre-cœur, elle m'a raconté les tragédies qui avaient hanté le dernier étage au fil des ans. Des incendies inexplicables, des suicides, des accidents bizarres. Tous les résidents de cet étage avaient connu une fin prématurée ou, comme Donna Beatrice l'a chuchoté presque inaudiblement, s'était transformé en quelque chose qu'elle n'osait pas décrire. L'esprit bourdonnant de doute, j'ai cherché dans les archives de la ville des documents sur le bâtiment. J'ai trouvé de vieux rapports sur une série de décès remontant à la construction du bâtiment à la fin du XIXe siècle. Des morts étranges, sans explication claire, toutes impliquant les résidents du dernier étage. C'est alors que j'ai rencontré Josefina, une ancienne résidente de l'immeuble. Elle vivait maintenant dans une maison de retraite, mais son nom apparaissait dans de nombreux documents anciens. Quand je lui ai rendu visite, elle était assise dans un fauteuil roulant, la peau pâle comme de la cire et les yeux vides, comme si elle voyait des choses que les autres ne pouvaient pas voir. Il lui a fallu du temps pour me parler, mais quand elle l'a fait, ses mots étaient comme une lame froide dans mon esprit. Josefina m'a parlé d'anciens rituels qui avaient été pratiqués dans le bâtiment, en particulier au dernier étage. Selon elle, une entité malveillante y avait été convoquée, une force qui se nourrissait de la vie des résidents, les corrompant lentement jusqu'à ce que leurs âmes soient consumées. Elle m'a montré une profonde cicatrice sur sa poitrine, le résultat d'une tentative ratée de se libérer de l'influence de l'entité. « Il n'y a pas d'échappatoire, jeune homme, murmura-t-elle. Une fois que vous entrez dans son cercle, il n'y a pas d'issue. » Déterminé à ne pas céder au destin qui semblait être écrit pour moi, j'ai décidé de creuser plus profondément. J'ai trouvé des documents sur un ancien résident, Miguel Herrera, un alchimiste qui vivait dans l'immeuble au début des années 1900. On disait qu'il avait fait un pacte avec des forces qu'il ne comprenait pas, promettant des âmes en échange de pouvoir et de longévité. L'entité qu'il avait invoquée s'est installée dans le bâtiment, en particulier au dernier étage, et n'en est jamais partie. Avec ces informations, je me suis préparé à essayer de briser la malédiction. J'ai suivi les étapes décrites dans l'un des journaux de Herrera, essayant de recréer les rituels de protection qu'il avait mentionnés. Mais j'ai senti une force grandissante autour de moi, comme si le bâtiment lui-même résistait à mes tentatives. L'air est devenu lourd et un sentiment de désespoir m'a envahi. À la fin, je savais que j'avais échoué. Quelque chose m'a dit que l'entité était au courant de mes intentions et était déterminée à ne pas me laisser m'échapper. Dans une dernière tentative désespérée, j'ai décidé de fuir. L'idée d'abandonner ma maison, le dernier étage, et Mexico me terrifiait. Mais je n'avais pas d'autre choix. Mais quand j'ai essayé de partir, j'ai senti une présence à côté de moi, froide et oppressante. Les lumières du couloir ont commencé à clignoter et j'ai entendu des pas derrière moi, bien qu'il n'y ait personne là-bas. J'ai couru, le cœur battant la chamade, mais le sentiment d'être suivi n'a fait que se renforcer. Quand j'ai finalement quitté le bâtiment, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine garder la clé stable pour verrouiller la porte. J'ai déménagé loin, dans une petite ville où personne ne me connaissait,
Mais l'évasion n'a pas apporté la paix. Ma santé mentale a commencé à se détériorer. Je n'avais plus confiance en mes propres sens. Les voix que j'entendais au dernier étage me hantaient toujours, même de loin. La nuit, j'entendais des murmures dans l'obscurité qui m'appelaient par mon nom. Peu importe combien j'essayais de me convaincre que j'étais en sécurité, quelque chose en moi savait que l'entité ne m'avait pas quitté. C'était avec moi, toujours. Aujourd'hui, je vis comme l'ombre de l'homme que j'étais autrefois. Mes mains tremblent, mes yeux ont perdu de leur éclat, et mon esprit, autrefois vif, se perd maintenant dans des labyrinthes de paranoïa et de peur. Je ne peux plus différencier la réalité des cauchemars. Et dans chaque coin sombre, dans chaque ombre qui rampe à la périphérie de ma vision, je ressens sa présence, attendant le bon moment pour me prendre.